Merci d'être fidèle à Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 18h à Beyrouth. Le journal en français facile. Victor Moria. À la une de l'actualité de ce jeudi 28 novembre, le cessez-le-feu déjà fragilisé au Liban, l'armée israélienne accuse le Hezbollah d'avoir violé la trêve et annonce avoir mené des frappes contre des mouvements suspects au sud Liban. Coupure de courant massive à Kiev, la capitale ukrainienne, suite aux frappes russes sur des infrastructures énergétiques. Témoignage dans un instant. Et puis, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, préconise la négociation avec Donald Trump. À peine plus de 24 heures après son instauration, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais montre déjà des signes de fragilité. L'armée israélienne annonce avoir mené plusieurs frappes de chars et de drones contre des mouvements suspects dans le sud du Liban, l'État hébreu qui accuse l'organisation chiite d'avoir violé les termes de l'accord. À Jérusalem, Michel Paul. Pour la première fois depuis le début de la trêve, l'aviation israélienne est intervenue au sud Liban. Une frappe sur une cible suspecte, selon l'armée israélienne, qui affirme qu'il s'agissait d'une activité terroriste dans un site du Hezbollah où se trouvaient des roquettes. La menace, précise cette même source, a été éliminée. Et un peu plus tôt, des tirs d'avertissement en direction d'un véhicule suspect dans un village à 3 kilomètres de la frontière israélienne. Des tirs aussi sur des habitants des villages frontaliers, Binchbel et Maroun Arras. Dans ce contexte, d'ailleurs, l'armée israélienne a ordonné aux habitants de la zone située au sud de la rivière Litani, au sud Liban, de ne pas se déplacer entre 17h et 7h du matin, et cela pour leur propre sécurité, ajoute un communiqué militaire en langue arabe. Et de l'autre côté de la frontière, les quelques 60 000 déplacés israéliens attendent eux toujours le feu vert pour rentrer chez eux. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Le Liban aura-t-il enfin un chef de l'État ? La mandature suprême est vacante depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre 2022. Le président du Parlement a fixé ce jeudi une date pour son élection. Ce sera le 9 janvier, affirme-t-il. Jusque-là, le Parlement, profondément divisé, n'avait pas réussi à se mettre d'accord pour trouver un successeur à Michel Aoun. Enfin, un nouveau bilan des 13 mois de guerre a été publié par le gouvernement libanais, près de 4 000 morts et plus de 16 000 blessés. Les combats ont fait plus de 140 morts et ne sont pas terminés. En Syrie, l'armée régulière a été attaquée à quelques kilomètres d'Alep, au nord-ouest du pays. Ce sont les hommes de Hayat Tahrir al-Sham qui mènent l'offensive, une ex-branche syrienne du réseau d'Al-Qaïda. Celle-ci contrôle le dernier bastion rebelle de Syrie, un général des gardiens de la révolution iranien, allié de Damas, a été tué dans les combats, annonce l'agence iranienne Tasnim. Coupure de courant généralisée en Ukraine. 1 million de civils sont dans le noir ce jeudi, et ce alors que le thermomètre frôle les 0 degrés. En cause, une attaque aérienne massive de la Russie contre des infrastructures énergétiques. Une réponse, selon Moscou, aux frappes de missiles américains envoyés par Kiev. Pour s'adapter à ces nouvelles coupures, les délestages habituels ont donc été rallongés. Écoutez cette habitante de Kiev, Tetiana Igarkova. Hier soir, on planifiait 4 heures de coupure entre midi et 16 heures. Ce matin, on a appris que nous allons vivre sans électricité pendant 9 heures, donc 2 heures au matin et après-midi et jusqu'à 19 heures. Et ceci risque d'être prolongé puisque le système est perturbé. Il y avait des frappes plus ou moins réussies dans plusieurs régions, comme c'est un système solidaire. Donc, on va dire que nos coupures ont doublé, au minimum doublé, suite à cette frappe. Ce n'est pas une expérience nouvelle pour les Ukrainiens. Partout dans le territoire, tout le monde a des systèmes pour se débrouiller. Nous avons une grosse batterie qui peut tenir votre ordinateur pendant des heures. Pour le chauffage, actuellement, il n'est pas affecté. Nous sommes branchés au système central. Ce qu'on peut déduire, parce que nous ne connaît pas non plus, on ne tient pas au courant, mais on déduit qu'il y a une manière de faire tenir le chauffage
même pendant les coupures. En tout cas, les coupures qui ne sont pas très longues, c'est-à-dire 4 heures, 5 heures. S'il n'y a pas d'autres frappes, on espère retourner à des coupures plus courtes dès demain. Tetiana Igarkova, habitante de Kiev, au micro de Théo Renaudon. Le gouvernement allemand propose de déployer des unités de défense anti-aérienne patriotes en Pologne dans le but de protéger un lieu d'une importance capitale pour la livraison de matériel militaire à l'Ukraine. Le ministère allemand de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir proposé à l'OTAN d'envoyer ces équipements en début d'année dans le but de sécuriser l'approvisionnement en véhicules, armes et munitions pour l'Ukraine. Pour rappel, Berlin est le premier fournisseur d'aide militaire à Kiev au sein de l'Union européenne. Le Royaume-Uni et l'Irak signent un accord pour réduire l'immigration illégale. L'annonce faite par la ministre de l'Intérieur britannique, Yvette Cooper. Elle parle d'un engagement historique pour envoyer un signal clair au réseau criminel de passeurs. Claudia Sheinbaum a-t-elle cédé face aux pressions de Donald Trump ? Sur le réseau social X, le président élu américain affirme avoir eu une merveilleuse conversation avec la présidente mexicaine qui aurait accepté de, je cite, « stopper l'immigration clandestine ». Depuis plusieurs semaines, Donald Trump menace le Mexique d'une hausse des tarifs douaniers si ses exigences ne sont pas acceptées. Mais côté mexicain, toujours sur le réseau X, Claudia Sheinbaum assure qu'elle n'a pas l'intention de changer de stratégie en matière de migration. L'Union européenne devrait-elle négocier avec Trump pour ainsi éviter une guerre commerciale ? C'est la recommandation de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne et ex-présidente du Fonds monétaire international. Personne ne serait gagnant, explique-t-elle, et ce alors que le président élu américain a menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations européennes. Selon Isabelle Méjean, professeure à Sciences Po et chercheuse affiliée au Center for Economic Policy Research, l'Europe aurait en fait tout à gagner à orienter davantage ses importations du côté des États-Unis. Ce que je comprends de ce qu'elle dit, c'est qu'il faut négocier plutôt que d'aller vers ce qu'on appellerait un équilibre non coopératif, donc une situation où tout le monde augmente ses tarifs, pour négocier à la fois une hausse moins importante des tarifs, puisque ce qu'elle souligne, c'est que dans les annonces de Trump, il y a un peu des marges. Et la marge de négociation, c'est de s'engager à acheter aux États-Unis certains types de produits. Et donc ça peut paraître un peu surprenant, mais finalement c'est assez cohérent avec la stratégie actuelle en Europe, qui est de dire aujourd'hui le gros risque pour l'Europe en dehors de la guerre commerciale universelle, c'est finalement le risque de coercition chinoise sur certains produits où la Chine est très très dominante et où les importations européennes sont très peu diversifiées. Acheter américain dans ces domaines-là, ça peut être une manière à la fois de calmer un peu Trump sur les questions commerciales, mais aussi de diversifier des approvisionnements. Isabelle Méjean au micro d'Anne Verdaguet. En Roumanie, la Cour constitutionnelle vient d'ordonner un recomptage des voix du premier tour de l'élection présidentielle. Călin Georgescu, candidat d'extrême droite, pro-russe, s'était qualifié pour le second tour à la surprise générale. Le grand favori du scrutin, le Premier ministre, avait lui été éliminé. Au Libéria, le sénateur Prince Johnson, figure controversée de la politique nationale, est mort à l'âge de 75 ans. C'est ce que rapportent les médias locaux. La cause de son décès n'a pas été confirmée. Ancien chef rebelle et sénateur depuis 2006, il représentait le comté de Nimba, sa base électorale où il serait décédé. Johnson aurait joué un rôle clé dans l'élection de l'actuel président Joseph Boakai grâce à son influence à Nimba où Boakai avait obtenu plus de 74% des voix. La disparition de Johnson met fin à un héritage marqué par son rôle dans les guerres civiles et surtout de son influence politique. RFI, 17h, passé de 9 minutes, bientôt 10 ici à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur rfi.fr.